confessionnel catholique, il faudrait aller en Ontario. Exact. Ouais. Parce qu'en Ontario, ils n'ont pas demandé d'abroger l'article 93. Ayant pas demandé d'abroger l'article 93, ils ont donc des commissions scolaires. Mais on nous avait dit à Montréal, nous on dit, pourquoi vous ne fondez pas une commission scolaire neutre? On nous a répondu à ce moment-là, mais c'est bien trop compliqué. Il va falloir administrer 2 commissions scolaires. Une commission scolaire catholique, francophone, puis une commission scolaire neutre. Et à ce moment-là, nous, on répondait, à Toronto, il y a 6 commissions scolaires. Il faut croire qu'ils sont beaucoup plus brillants que les autres. Eux autres, ils réussissent à administrer, il y a 6 commissions scolaires à Toronto. C'est la plus grosse. Donc, une commission scolaire catholique, francophone, anglophone, et commission scolaire francophone, neutre et catholique. La même chose pour les anglophones. Donc, à ce moment-là, vous vous retrouvez devant 6 commissions scolaires. Donc, eux, il n'y a pas de problème. Eux ont une autre approche. Eux disent, écoutez, s'il en faut 6, il y en aura 6. S'il en faut 5, il y en aura 5. Nous, on répond non, il en faut une. Alors, l'objectif, à ce moment-là, ce n'est plus de répondre aux attentes des parents. L'objectif, c'est de faire une administration simple. Simpliste, je dis, mais simple. Et ça revient à la question que vous avez posée dans l'autre session, comment ça se fait qu'on a rendu là avec le rôle de l'État, c'est-à-dire il a fallu un système monolithique, c'est-à-dire on n'était pas prêt à envisager un système public qui était monolithique, c'est-à-dire on aurait pu créer, comme on dit ici, un système neutre à côté d'un système protestant, un système catholique. Confessionnel, c'est ça. Confessionnel. On n'a pas voulu faire ça. Il fallait un modèle, et le rapport parent est conçu de cette façon aussi, il fallait un modèle monolithique. Le même, par exemple, polyvalent Saint-Jérôme qu'on a à Quaticook, qu'on a même Cégep, il fallait tout remettre dans le même modèle. Alors, il y a une volonté un peu républicain vers un système monolithique que seul l'État peut poser. Et l'autre commentaire qu'il voulait faire, le rapport qui n'était pas en consultation, maintenant on l'appelle en consultation, parce qu'il fallait être invité pour faire une présentation devant Proulx, est fascinant et est extraordinaire, parce que c'est un type qui est très honnête intellectuellement, et Proulx dit dans son rapport qu'il est investi d'un mandat de l'État, pas du Parlement, pas des parents, pas de la communauté ou de la société québécoise, mais c'est l'État qui doit s'occuper de cette question-là. Est-ce qu'on fait l'enseignement religieux ou non dans l'école? Et c'est ça qui est frappant dans le rapport Proulx, ce bout-là. On voit là émerger, pour la première fois, je pense, d'une façon explicite, cette conception selon laquelle l'éducation, c'est l'affaire de l'État. Une petite pause et nous reprenons dans quelques instants. Moi, je voudrais juste finir sur une pensée de Jean-Paul Desbiens. Ah, ben, c'est une bonne idée, une pensée de Jean-Paul Desbiens. Qui, au sujet du rapport Proulx, disait « Le rapport Proulx n'est pas tant le résultat d'une enquête que le développement d'une thèse. À ce compte-là, il eût été plus simple et plus transparent de recommander carrément des écoles laïques. » Je peux ajouter mon petit fion, c'est très amusant. Il y a une citation aussi, non? Oui, très court. C'est Jean Garon. Madame parlait tantôt, Jean Garon. On est au 17 octobre 60. Ministre de l'Éducation. Alors, M. Garon dit, l'article est le suivant, les états généraux sur l'éducation étaient une occasion extraordinaire de refaire le système d'éducation. Mais le processus a dérivé du mandat initial. Les parents n'ont pas suffisamment été mis à contribution et le débat s'est trop concentré autour de la confessionnalité et du secteur privé. Celui qui porte ce jugement critique sur le rapport final des États généraux est celui-là même qui avait lancé ce grand processus démocratique. Et M. Garon disait ceci, quand le mandat a été changé, dans le sens de ce que Gary dit, j'appréhendais ce qui arrive actuellement. Il n'y avait plus de préoccupation de consensus, ce qui changeait la dynamique. Nous n'avions pas promis une commission d'enquête sur l'éducation, comme une commission parents, une commission d'experts, ce qui aurait pu être une hypothèse plausible. Nous avions promis des États généraux où le peuple s'exprime. Il fallait faire la réforme avec toute la population. L'éducation ne fonctionne pas seulement avec des experts, mais avec des parents et avec tout le monde. C'est le jugement de M. Garon sur ce qu'on avait fait de la commission des États généraux qu'il avait créée. Je pense qu'on pourrait passer à une autre étape de l'histoire.
celle qui s'est déroulée au printemps 2005. J'avais pensé demander à Mme Saint-Cyr de nous en parler parce qu'elle a vécu ça de façon assez intense. Oui, disons que pour arriver au mois de juin 1995, moi, je m'étais retirée du dossier en 2004, mais on voyait arriver 2005. Vous avez dit 95. La loi 95. C'est ça que je... Excusez-moi. C'est la loi 95 en 2005. Je vous la laisse. Oui, merci. Tout ça pour dire qu'on a décidé de former un comité qui s'appelait le CCD, Comité pour le renouvellement de la clause dérogatoire, qui réunissait des Libanais, des protestants, des catholiques, des éducateurs et des parents surtout. Et on a décidé de faire le tour du Québec par région pour sensibiliser les gens, surtout les parents, aux conséquences de l'application de cette loi-là. Donc, quand on est allé en commission parlementaire, le 31 mai, si je m'en souviens comme si c'était hier, on a déposé un mémoire et une pétition qui avait été précédemment déposée par Mario Dumont à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, il y avait 55 000 signatures, mais on s'est dit, là, on n'attendra plus à personne. Quand on ira en commission parlementaire, on va déposer les autres. Donc, on en a déposé une autre dizaine de mille, et ça faisait plus que 70 000 personnes qui avaient signé, puis à qui on n'avait pas cassé un bras là, pour les faire signer. Là, hein? Donc, ce qu'on a constaté, dans notre mémoire, on rappelle que le droit des parents de choisir l'enseignement religieux, catholique, protestant, moral, doit être maintenu à l'intérieur d'une école laïque, et que, vu que l'article 41 a été juré dur comme fer par Mme Marois, que c'est ça qui nous protégerait, on comprenait que c'était pas trop pire. C'est ça. Donc, l'article 41, à ce moment-là, disait que l'enseignement religieux ou moral, les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que dans des établissements d'enseignement public, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions dans le cadre des programmes prévus par la loi. Donc, on s'est dit, coudonc, on aura au moins sauvé ça. Hein? C'est le petit reste. C'était même le seul rempart, finalement, qui protégeait les droits d'exiger de protection des parents. Vous savez, les gouvernements adoptent toujours les lois controversées à la fin d'une session parlementaire. Ça peut être le 22 décembre, mais là, ça a été le 15 de juin. Le 2 juin, ils ont étudié les article par article, et là, dans le verbatim, on reconnaît que Mme Pauline Marois dit qu'il faudrait bien amender l'article 41 afin d'éviter d'utiliser la clause dérogatoire qui, pour les tenants de l'école laïque, c'était d'avoir un privilège que les catholiques et les protestants puissent avoir des écoles confessionnelles. Quelqu'un me demandait si j'étais gênée de l'utilisation de cette clause-là. Jamais. J'aurais été gênée si on n'avait pas donné une option autre que catholique ou protestant. Mais on pouvait choisir entre l'enseignement catholique, protestant ou moral. Et même avant que les lois soient amendées, on offrait un cours autre à l'intérieur de l'école. Mais il n'y avait pas de demande. Je pense que c'était 0,5 à l'ensemble du Québec pour des cours autres. Même des gens d'autres religions inscrivent leurs enfants à l'enseignement religieux. On n'a rien qu'à penser à Benami Buteau, Mme Buteau, qui a fait son école chez les sœurs irlandaises en Irlande, tu sais, puis elle était musulmane. Donc, pourquoi? Parce qu'à cause de la qualité.